Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Après un premier volet qui avait joué sur la corde de la nostalgie 80s tout en donnant un souffle de renouveau à l'univers cinématographique Marvel, les Gardiens de la Galaxie reviennent avec encore plus de couleurs, plus d'explosions et toujours plus de petits détails. Comme d'habitude, attention aux spoilers. Si l'univers des Gardiens de la Galaxie est littéralement à des années-lumière de la trame principale des Marvel, il en fait tout de même partie. Le film a lieu 3 mois après le premier volet, en 2014, quelque part entre les événements de Thor 2 et de Avengers 2, ce qui en fait le seul film de la phase 3 du Marvel Cinematic Universe qui se déroule pendant la phase 2. Les petits détails commencent dès le titre, puisque le poster en noir et blanc qui annonçait la sortie du film parodie la pochette de l'album Rocket to Russia des Ramones. Le volume 2 du titre fait quant à lui référence aux mixtapes de Peter Quill. Des cassettes qu'il écoute sur le modèle original du Walkman sorti en 1979, un appareil mythique, contrairement au Zune que Kraglin offre à Quill en prétendant que tout le monde écoute ça sur Terre, petite pique à l'échec cuisant de l'appareil. Toujours dans les gadgets, le détecteur de créatures interdimensionnelles n'est autre qu'un jouet Electronic Football de Mattel, sorti en 1977. Un fan de rétro gaming donc, qui prend brièvement la forme de Pac-Man à la fin du film. Tant qu'on est dans le rétro, la Ford Mustang d'Ego est peinte de la même couleur que le futur vaisseau de Star-Lord, tandis que sa plaque d'immatriculation est celle de la première voiture du réalisateur James Gunn. Et le réalisateur ne s'est pas arrêté là puisque c'est son frère Sean Gunn qui joue Kraglin, et que le couple de badauds qui observe le désastre de la fin du film sont ses propres parents. Dans cette même scène, les plus attentifs auront reconnu Greg Henry, qui jouait déjà le grand-père de Peter dans le premier film, ici 30 ans plus vieux et parvenant à s'échapper. James Gunn est un grand fan de la série Farscape et il a invité son acteur principal Ben Browder pour un caméo en tant qu'amiral du peuple souverain. Il a aussi donné un autre caméo au musicien et réalisateur Rob Zombie, qui donne sa voix au GPS du vaisseau Ravageur. Star-Lord est lui aussi fan de séries un peu kitsch, puisqu'il cite David Hasselhoff dans K2000 comme le héros de son enfance, un bon prétexte pour inviter l'acteur dans un double caméo, pendant le film, puis pendant le générique de fin. Et tant que l'on parle d'icônes des années 80, saluons le rendu époustouflant du rajeunissement de Kurt Russell. Le film rend hommage à sa carrière lorsque Ego apprend à Peter à faire des éclairs avec ses mains, comme dans les aventures de Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin, ou lorsqu'à plusieurs reprises dans le film, l'œil de Kurt Russell est caché. Petit clin d'œil, c'est le cas de le dire, à son personnage de Snake Plissken. Laura Haddock, qui joue la mère de Peter Quill, apparaissait déjà dans Captain America First Avenger en tant que fan du Captain, sûrement un personnage différent puisque 38 ans se sont écoulés entre Captain America et 1980, où a lieu la rencontre entre Ego et Meredith. Mais ce qui brouille le plus la timeline, c'est l'inévitable caméo de Stan Lee au milieu du film. On le voit avec des entités cosmiques venues des comics, appelées les Gardiens, leur racontant l'époque où il était livreur FedEx. Il fait alors référence à l'un de ses précédents caméos dans Captain America Civil War, dont les événements se déroulent, rappelons-le, 2 ans après Les Gardiens de la Galaxie, volume 2. Bref, un vrai mystère ce Stan Lee. Dans le premier Gardien, Rocket blaguait sur le fait qu'il avait besoin de l'œil d'un des Ravageurs. C'est ce même œil que Groot apporte par erreur à Yondu et Rocket dans ce film. La nouvelle crête qu'utilise Yondu après ce moment se rapproche bien plus du look qu'avait le personnage dans les comics. Pendant son enterrement, ses cendres finissent par former une flèche, comme son arme de prédilection. Sa rivalité avec Starhawk fait miroir avec la rivalité des deux mêmes acteurs dans Cliffhanger, et la réplique de Stallone « Tu as trahi le code » est un petit clin d'œil à son fameux « Tu as trahi la loi » de Judge Dredd. Le personnage d'Ayesha était déjà dans les comics un hommage au personnage homonyme dans le roman Elle de H. Rider Haggard, adapté en 1935 dans La Source de Feu. Le style art déco, les costumes et le maquillage d'Ayesha et du peuple souverain sont eux-mêmes inspirés de ce film et de Metropolis de Fritz Lang. Autre référence à un grand classique, la scène où Nebula tire sur Gamora depuis un vaisseau dans un champ, comme la scène culte de la mort aux trousses. Pour finir, on imagine que maintenant vous avez l'habitude des films Marvel et que vous restez pendant le générique. Et c'est tant mieux, puisque ce n'est pas 1 ou 2 scènes que vous trouverez à la fin des Gardiens, mais 5. On peut notamment y voir un cocon contenant Adam Warlock, un super-héros Marvel membre des Gardiens de la Galaxie, ce qui confirme que le cocon visible chez le collectionneur dans le premier film n'était pas celui d'Adam, comme de nombreux fans, nous compris, l'avaient suggéré. Et en parlant des membres des Gardiens de la Galaxie dans les comics, la scène où Stallone alias Starhawk réunit ses anciens amis a dû faire plaisir aux lecteurs de Marvel, puisqu'elle réunit Starhawk, Charlie 27, Martinex, Aleta, Krugar et Mainframe, ce casque étrange dont la voix est celle de Miley Cyrus. Avouez que vous ne vous y attendiez pas à celle-ci. Pendant ce générique de fin, vous pouvez aussi apercevoir le chien Cosmo, Howard le canard, le personnage de Jeff Goldblum dans Thor Ragnarok qui n'était pas encore sorti à l'époque,
les mots I am Groot à plusieurs endroits du générique et la phrase Vous êtes ici qui flotte dans l'espace, petite référence à H2G2, le guide du voyageur galactique. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ?